Georges Louis, bonjour et merci de votre présence. Bonjour. Vous êtes donc membre de la campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah. Oui. Est-ce que vous pourriez, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, est-ce que vous pourriez nous rappeler qui est Georges Abdallah? Alors, Georges Abdallah, c'est un révolutionnaire, avant tout. C'est un révolutionnaire qui est né au Liban. Et en fait, son engagement s'est très rapidement porté vers la révolution palestinienne. Il a estimé que beaucoup de Libanais à l'époque, que les Palestiniens subissaient une occupation insupportable de la part des forces sionistes, de l'entité sioniste. Et donc, il a décidé, avec beaucoup de Libanais, d'aider le peuple palestinien en combattant directement contre l'armée sioniste. En cela qu'il a été blessé en 1978. Ensuite, il faut rappeler que quand même il y a eu deux invasions massives de l'armée sioniste, en 1978 et en 1982 surtout. Et surtout 82 a été terrible pour la population civile libanaise. Il y a eu énormément de massacres de population civile. Et ensuite, c'est porté jusqu'à Beyrouth. Il y a eu le siège de Beyrouth, où il y a eu des bombardements, massacres, et on va dire couronné par la tuerie de Sabra et Shatila. Et c'est dans ce contexte-là que lui et ses camarades ont décidé de créer les fractions armées révolutionnaires libanaises, les FARL, qui ont décidé de se dire, le Liban subit tout ça, la Palestine subit tout ça, il y a quand même des responsables, il y a quand même des personnes qui doivent quand même porter la responsabilité de tout ça. Et c'est vrai que ces représentants d'institutions et d'organisations liés aux États-Unis et à l'entité sioniste se trouvent aussi en Europe. C'est pour ça qu'il y a eu c'est en raison pour ça qu'il y a eu ces actes à Paris. C'est, on va dire, ces assassinats ciblés. C'était pas par hasard. Parce que justement il y avait cette volonté de se dire c'est trop facile de bombarder des populations. Et il faut aussi que ceux qui font subir ça aux populations civiles réfléchissent un peu à ce qu'ils font, et ils doivent à un moment donné rendre des comptes aussi au peuple. Donc il y a eu ce sens de l'engagement à un moment donné de porter on va dire la guerre en Europe, mais une guerre, mais pas justement à travers ce qu'on a pu connaître à travers des attentats, massacres, comme on peut le dire, mais des actions bien ciblées pour démontrer qu'à un moment donné, c'était plus possible de cette impunité. Après, sur le volet judiciaire, il a été arrêté en 1984, donc à Lyon. Et il a été, dans un premier temps, condamné à 4 années d'emprisonnement en 1986 pour des faux papiers, puisqu'il avait été capturé avec un vrai faux passeport, et pour une détention d'armes. Bon, là, il a été condamné à 4 ans. Mais au cours d'une perquisition, miraculeusement trouvé une arme qui aurait servi à l'exécution de deux responsables. L'un était le responsable de la CIA à Paris et l'autre le responsable du Mossad à Paris également. Et donc là, il y a eu toute une mise en scène judiciaire qui a abouti à sa condamnation à perpétuité par une cour d'assises spéciale en 1987. Ce qui est important à ajouter, parce que ça c'est important, c'est qu'en même temps, il y avait une organisation qui s'appelait le CSPPA, le Comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient, qui pratiquait une vague d'attentats dans Paris. Donc cette organisation réclamait la libération de trois personnes, dont Georges Abdallah. Et les médias ont décidé de faire porter, on va dire, le chapeau de cette organisation à la famille de Georges, et notamment à ses 2 frères. Et ça, c'est important de le souligner. Ce n'était pas arrivé depuis des décennies en France.
il y avait une vaste campagne d'affichage dans les rues de France, où on voyait les deux frères de Georges Abdallah, avec leurs deux têtes placardées sur les murs de Paris à travers des affiches. Et là, on promettait 1 million de francs, je crois, pour des informations les concernant. Donc c'était vraiment la chasse à l'homme. Hein. Et il s'est avéré qu'après, évidemment, ni la famille de Georges ni Georges, évidemment, étaient responsables de ces actes. Mais ça a été ça a été le moyen pour l'État français de le condamner à perpétuité pour complicité d'assassinat. Et après, évidemment, ça a été une longue période, ça a toujours été, mais actuellement, la longue période d'incarcération qui a commencé. Avec une période de sûreté qui s'est achevée donc en 1999. Et à partir de ce moment-là, il a pu faire des demandes de libération conditionnelle. Hein, il en a fait 8, je crois. Mais à chaque fois, c'était des périodes très longues, anormalement longues, entre le moment où il fait sa demande, le moment où il a été examiné, au moment où les courants de décision. Et à chaque fois, c'était des humiliations, des remarques déplaisantes à son encontre, et notamment l'obligation de passer à la prison de Fresnes à travers ce qu'on appelle le Centre national d'évaluation, où un service psychiatrique devait l'évaluer, sa dangerosité. Donc il faut bien se rendre compte que la mise en scène d'évaluer sa dangerosité, hein, de lui poser des questions sur pourquoi il s'engageait. Et ça, c'est vrai, ce contexte-là, il y a à chaque fois des réponses du genre il menace les intérêts au Liban, les intérêts français au Liban. Enfin, tout ça, ça devenait vraiment insupportable et à chaque fois, ça aboutit à la même réponse négative dans sa demande de libération conditionnelle. Et donc, il a décidé de ne plus en faire. Néanmoins, ce qui était intéressant, c'est que quand même à 2 reprises, la justice a ordonné sa libération, c'est-à-dire son expulsion du territoire français, en 2003 et en 2013. À chaque fois, surtout la première fois, ce qui s'est passé, c'est que c'était une juridiction qui était régionale, qui avait décidé son élargissement. Mais tout de suite, le garde des Sceaux de l'époque, Dominique Perben, a ordonné son maintien en détention. Après, en 2013, de nouveau, la même procédure, de nouveau, une demande de libération, demande de libération acceptée avec expulsion. Mais là, effectivement, et on voit bien l'intervention du département d'État états-unien, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, de dire non, il est hors de question de le libérer. Et donc ça aboutit à chaque fois à effectivement, notamment la dernière fois en 2013, un refus de la part donc du ministre de l'Intérieur de l'époque, Manuel Valls, de le libérer. Et ça en est resté là jusqu'à qu'une nouvelle demande, une demande auprès du ministère de l'Intérieur d'exécuter cette ordre d'expulsion doit émaner. Enfin là, c'est une demande en fait de l'avocat de Jean-Louis Lechon, c'est que les autorités, la juridiction administrative puisse demander au ministère de l'Intérieur d'exécuter cet ordre d'expulsion. Donc ça a été négatif là auprès du tribunal administratif, mais il est évident qu'il y aura d'autres recours, donc la Cour administrative d'appel puis le Conseil d'État. Mais il est certain que dans tout ce parcours judiciaire, Georges, il est toujours là, il est toujours incarcéré jusqu'à maintenant. Voilà. Et ce qui fait de lui, du coup, le plus vieux prisonnier politique d'Europe, c'est bien ça? Après, d'Europe, non, pas forcément, parce qu'effectivement, il y a malheureusement, il y a encore des cas, notamment en Italie, surtout en Italie, où il y a des prisonniers, des Brigades Rouges, qui sont toujours incarcérés depuis 1982, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire des prisonniers qui ne veulent pas se repentir. Après, il y a aussi ici des prisonniers basques qui sont toujours incarcérés, qui se rapprochent évidemment des années de Georges, qui parfois sont l'équivalent aux années d'incarcération de Georges, qui sont même détenus avec Georges à la prison de Lannemezan. Mais c'est vrai que
les prisonniers politiques qui se retrouvent dans ce type d'années d'incarcération en général, ce sont ceux dont les États ne veulent pas qu'ils soient libérés, tout simplement. Donc c'est vrai que cette notion d'ancienneté, ça prouve bien, et on pourrait parler aussi de Léonard Peltier, de Moumoua Abou Jamal aux États-Unis. Hein. C'est à chaque fois la volonté des États de se dire ces militants sont intransigeants, on ne peut pas les libérer, on estime qu'ils sont trop dangereux, c'est surtout parce qu'ils sont intransigeants sur la défense de leurs convictions. D'accord. Et depuis combien de temps s'est organisée la campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah ? Alors la campagne, en fait, elle a débuté au début des années 2000. Et elle a débuté, elle a commencé en Bruxelles, ça a commencé en Belgique, à l'initiative du Secours Rouge international. Alors le Secours Rouge est une vieille organisation de défense des prisonniers politiques, hein, qui existait dans les années 30, qui s'est restructurée dans les années 70 et qui est revenu un peu dans le milieu militant au début des années 2000, notamment en Belgique. Et c'est vrai que la figure de Georges les militants ont commencé à se dire ce n'est pas possible qu'il soit complètement abandonné, parce que c'était son cas malheureusement au début des années 2000. Et donc il y a eu une volonté du Secours Rouge de dire il faut lancer une campagne qui a commencé donc en Belgique, qui après s'est étendue en France, autour encore du Secours Rouge à l'époque, mais aussi de tout le soutien autour des militants d'Action Directe qui étaient encore incarcérés à l'époque. Et c'est là où justement la figure par exemple de Jean-Marc Rouillant était importante, parce que justement nous qui étions déjà dans la solidarité avec les militants d'Action Directe, lui il nous a dit mais vous voyez il y a quand même un camarade, parce que c'est un camarade, Georges Abdallah, hein, il est en détention. Et il faut aussi lancer une campagne de soutien, de solidarité. Il faut le faire connaître, il faut apporter une information, il faut arrêter de le décrire comme ce qu'ont décrit les médias dans les années 80. Et ça a été vraiment un combat de longue haleine, justement, de montrer, on va dire, au public, mais aussi au milieu militant, qui était Georges Abdallah, et ce qu'il n'était surtout pas. Et ça a été vraiment, ces années-là, au début des années 2000, ça a été difficile, justement, ce combat pour l'information, notamment. Donc on était vraiment une poignée, en fait, hein, et à Paris, mais après, ça s'est développé quand même, dans le nord de la France, par exemple. Il y a eu aussi dans la région de Toulouse, il y a eu des militants qui étaient issus aussi de la mouvance d'Action Directe, qui se sont mobilisés. Comme ça a commencé à s'essaimer. Et ça a pris vraiment son envol parce qu'on a été déterminés d'année en année à participer, à faire des meetings, participer à des manifestations, même à organiser des rassemblements. Ça a commencé à se développer à partir des années vraiment 2010, où des collectifs régionaux se sont montés à Bordeaux, à Marseille, à Toulouse. Et après, ça a pris vraiment son envol aussi à l'international, hein. Mais même je me rappelle en 2007, on avait été invité en Italie à faire des conférences sur Georges. En Suisse aussi, il y a des initiatives pour Georges. Donc ça a commencé vraiment à prendre quelque chose d'ampleur mondiale, hein, on peut le dire, hein, puisque vous voyez là pour le recours au tribunal administratif, il y a eu des initiatives partout dans le monde, hein, sur tous les continents, ce qui est assez incroyable. Ça prouve que tout ce combat de longue haleine a apporté et continue à apporter, puisqu'on a encore énormément de dates de mobilisation à proposer pour cette année 2022. Très bien, je vous propose d'écouter la seconde musique qu'on a choisie pour nous. Elle s'appelle Unadikum, je fais appel à votre aide, de Ahmad Kabour. D'accord.
أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي أنا ما كنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أنا ما كنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم 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 Pour revenir sur la situation actuelle de Georges Abdallah, quels sont les derniers faits? Alors donc pour Georges, comme je le disais tout à l'heure, son avocat a fait un recours auprès du tribunal administratif de Paris pour demander en fait au ministère de l'Intérieur d'exécuter la décision d'expulsion, puisque comme je le rappelais, Manuel Valls avait refusé de signer cet arrêté donc le 14 janvier 2013. Et donc c'en était voilà, donc c'est une demande qui est faite de dire bon voilà, on va dire le tribunal à l'époque, c'était la chambre d'application des peines avait dit que il pouvait être libéré, mais c'était conditionné à un arrêté d'expulsion. Donc il est évident que Manuel Valls, connaissant le personnage et puis bon avec les pressions des États-Unis, n'a pas signé cet arrêté d'expulsion. Et depuis lors, c'est un des thèmes de la campagne. Même, faut se rappeler qu'à Beyrouth, quand Emmanuel Macron était venu à Beyrouth, il y avait le soutien avait crié qu'il fallait que la France signe cet arrêté d'expulsion. Évidemment, Macron a fait semblant de ne pas comprendre, comme d'habitude. Mais c'est quand même un axe important parce que, comme je le disais, le domaine, la procédure judiciaire, elle est terminée parce que bon, c'est toujours des redites. Mais là, cet arrêté d'expulsion, c'est juste une décision administrative. Mais ça bloque. Donc, la décision qui a été rendue par le tribunal administratif
est certes négative, mais ce qui est intéressant, c'est que le rapporteur, donc le rapporteur public, hein, c'est-à-dire on va dire le représentant de l'État, dans le domaine dans le cas d'une juridiction administrative, a bien dit que en fait son cas devrait être évolué, comme il dit, puisse évoluer par d'autres voies. Bon, un peu mystérieuse comme phrase, mais pour dire qu'en fait c'était une décision politique qui doit être prise. Donc évidemment le tribunal administratif n'a pas voulu prendre de risques, hein, préféré renvoyer la balle, comme on dit. Mais c'est vrai que nous on attend en fait un arrêt du Conseil d'État, mais évidemment ça ne sera pas une contrainte hein, pour le ministère de l'Intérieur. C'est juste, on espère que le Conseil d'État aura le courage de dire au ministère de l'Intérieur, bon bah allez-y, hein, expulsez cette personne. Hein, vous voyez, on aime bien expulser les étrangers, mais pas celui-là. On voit bien que c'est que des décisions politiques qui sont prises à ce moment-là, mais là, allez-y, il faut que l'arrêté d'expulsion soit signé, que Georges enfin retrouve la liberté, voilà, que les choses se terminent enfin pour lui. C'est ça notre démarche actuellement. Du coup, qu'est-ce qu'on peut espérer comme perspective à venir ? Les perspectives à venir, nous, de toute façon, on va continuer notre campagne de mobilisation. C'est notre seul choix. Comme dit Georges, il l'a dit lors de sa déclaration devant la prison de Lannemezan, il l'a encore dit lors d'une intervention qu'il a fait à un festival anti-impérialiste là en région parisienne. C'est un rapport de force. Il faut un rapport de force conséquent. Il faut que l'État français n'ait plus le choix de le garder. Et ce rapport de force, ça appartient qu'à nous de le développer. C'est à nous qui devons prendre cette responsabilité politique d'établir un rapport de force pour rendre insupportable son incarcération. Et donc, c'est par des mobilisations, par des actions, par énormément d'initiatives, comme il dit, lui, par 1000 initiatives, qu'on y arrivera. Alors, je peux, là, pour cette année, il y a plein d'initiatives. On va s'associer, nous, au 30 mars, hein, la journée de la Terre. Au 17 avril, c'est une journée des prisonniers politiques révolutionnaires. Mais aussi, on a 2 dates, nous, qui nous tient vraiment, qui sont très importantes. Nous, c'est le 2 avril. Le 2 avril, c'est son année c'est sa naissance, hein, le 2 avril 1951, Koubéat, dans le Nord-Liban. Et nous, on veut faire un temps fort, hein, un temps fort de mobilisation. Hein, on va présenter, parce qu'on a un site internet hein, où vous aurez toutes les informations. Ce temps fort, ça sera vraiment un temps de mobilisation très très important, de manifestation, d'initiative, d'une semaine de mobilisation. Et le 18 juin également. Voilà, là on appelle vraiment à tous les militants, tous les collectifs en France, mais aussi à l'international, de venir à Paris, faire une grande manifestation pour exiger sa libération le 18 juin, parce que le 19 juin, c'est la journée aussi des prisonniers révolutionnaires. Donc voilà, et puis évidemment la manifestation à Lannemezan, mais ce qui est terrible, c'est qu'en fait on se projette déjà dans l'année. C'est toujours quelque chose de dur pour nous de se dire, d'année après année, depuis donc 2002, on se retrouve toujours à se dire on va faire un planning de mobilisation, parce que on a l'espoir qu'il soit libéré, mais on sait très bien que c'est un combat de très très longue haleine. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'il ne soit jamais oublié. C'est un combattant anti-impérialiste, révolutionnaire, hein, et donc il ne doit jamais être oublié. Et ça, c'est vrai que c'est le rôle des militants révolutionnaires, d'exiger sa libération, de créer un rapport de force, de toujours rappeler à l'État français, à travers des manifestations, des rassemblements, aussi des tables de presse, tout ce qu'on peut faire pour ne pas l'oublier. Et ça, c'est le rôle de tout militant conscient qu'on ne peut pas laisser enfermer un révolutionnaire. Et justement, pour retrouver les différents événements, vous parliez du site. Est-ce que vous pouvez le citer pour les auditeurs ? Oui, alors, il y a
il y a une page Facebook. Après, pour ceux qui ne sont pas trop adeptes de Facebook, on a donc un site qui s'appelle libérongeorges.samizdat.net. Alors, Libérons Georges en tout petit attaché, samizdat.net. Donc là, il y a des informations. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. Il y a toutes les informations qui sont donc régulièrement mises à jour. Vous pouvez aussi lui écrire. Hein, c'est quand même important de lui écrire. Hein, au contraire, pour même venir le voir, faire une demande de parloir. Parce que c'est important parfois de parler avec un révolutionnaire. Parce que ça permet aussi de comprendre le sens d'un engagement, d'un résistant, parce que c'est un résistant avant tout. Hein, nous, si on a eu nos résistants dans les années 40, et c'est un résistant, ce qu'a toujours dit son avocat, Jacques Vergès, quand on lui disait qu'il avait il défendait quelqu'un qui était un criminel, il lui disait mais c'est un résistant. C'est un résistant, il lutte pour son peuple, il lutte contre l'occupation. Donc, et nous-mêmes, ici, on a eu des résistants. Donc voilà, c'est normal de défendre des résistants. Parce qu'il le dit, Georges, si son pays de nouveau attaqué, évidemment, ça sera le premier à le défendre. Mais c'est normal. Enfin, vous voyez, donc c'est important de se rendre compte qu'il a une constante dans ce qu'il dit depuis qu'il est incarcéré. Je voudrais rappeler quand même il a signé dès 1999 une plateforme des prisonniers révolutionnaires, dès 1999. En solidarité avec des prisonniers en Turquie, en Allemagne, en Italie. Il a fait des grèves de la faim pour les prisonniers en Turquie, avec les prisonniers basques. Donc c'est vraiment quelqu'un avec d'une carrure assez exceptionnelle, c'est-à-dire qui reste vraiment dans ses convictions. Et donc c'est vrai que c'est de correspondre avec lui et même d'aller le voir quand on peut aller le voir, c'est quelque chose d'important parce que voilà, c'est une leçon pour tout le monde de se dire qu'il faut pas lâcher nos convictions, faut pas se ranger, parce qu'on voit que des personnes qui sont enfermées ont toujours des convictions, donc on n'a aucune raison de les abandonner par opportunisme ou par réformisme. Voilà, donc il y a le site internet qui est consultable, voilà. Et il y aura toutes les informations, des mises à jour, etc. Parfait, merci. Et vous disiez qu'il est important de ne pas l'oublier, de multiplier les différentes initiatives. Récemment est sorti un film sur Georges Abdallah. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors le film, il s'appelle Fedaïn. Il a été fait par les Vacarme. Oui, par la maison de production Vacarme. Alors c'est un film qui relate un peu l'histoire du Liban, de la guerre au Liban, qui fait appel à différentes interventions. C'est notamment à sa famille, à son frère Georges, qui est à Beyrouth, qui mène la campagne unitaire au Liban. Ce qui est intéressant, c'est qu'on entend aussi des militants ici, notamment Suzanne, qui est très important dans la mobilisation. Elle a été, je voudrais la saluer justement parce elle a été toujours là à Paris. Maintenant, elle n'est plus à Paris, mais c'est vrai qu'elle a fait beaucoup pour la solidarité. On entend aussi Jean-Marc Rouillant, qui, je le disais, a été très très important dès le début pour mobiliser les militants en France, pour le cas de Georges. On entend aussi Bertrand Sassois, un camarade de Belgique, qui est un ancien prisonnier des cellules communistes combattantes, qui a été vraiment là aussi un moteur avec un camarade libanais dans la mobilisation pour Georges. Donc c'est un documentaire intéressant parce que c'est la première fois qu'on interroge des militants sur le cas de Georges. Donc je pense que c'est intéressant comme documentaire. Et je pourrais avoir d'autres compléments à dire sur tout ça, parce que c'est vrai que l'histoire est très riche, l'histoire de Georges, comme je l'ai rappelé, mais aussi sur l'histoire de la mobilisation. Ça a été, comme je l'ai dit, très très difficile dès le début. Mais maintenant, après, bon voilà, ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant on arrive à
Georges, il est connu dans le monde entier. On a effacé, on va dire, tout ce qui l'empêchait de développer une campagne. Et ça, c'est une victoire aussi de rétablir sa dignité révolutionnaire, de ne pas l'associer à d'autres choses. Ça, c'est très important. C'est aussi important de ne pas oublier qu'un révolutionnaire est encore incarcéré dans l'État français depuis 38 ans. C'est même assez incroyable de nos jours où les militants d'Action Directe ont été libérés, mais pas lui. Donc ça prouve bien que surtout dans le climat actuel, c'est important d'être dans la solidarité envers Georges Abdallah, envers la Palestine, envers tous les combats qu'on mène contre l'impérialisme, contre l'occupant colonial sioniste, voilà. Très bien, je vous propose d'écouter la troisième et dernière musique, c'est Retour à Jaffa de Joseph Hazard. D'accord. وشراعي في مينا يافا يا أيام الصيد بيافا نادانا البحر ويوم السحر فهيأناه المزدابا نلمع في الخاطر أضيافا كنا بالشوق إليافا هجرا أطلعنا زمزا وشراعا قل من صبح لمساء نلهو بغيوب الماء لكن في الليل جاءتنا الريح يا عاصفة هوجاء وصلت ماء بسماء عاصفة البحر الليلية إطعام ذئاب بحرية أنزلنا وتشد وتعنف أيدينا يشد القارب ويومها قالوا إننا ضائعون إننا هالكون في الأبد البارد لكننا عدنا مع الصباح جئنا من الرياح كما يجيء المارد ودخلناها مينا يافا يا طيب العود إلى يافا وملأنا الضفة أصدافا يا أحلى الأيام بيافا كنا والريح تهب تصيح نقول سنرجع يا يافا فاليوم الريح تهب تصيح ونحن سنرجع يا يافا Je vous propose la déclaration de Georges Abdallah, lue devant les grilles de la prison de Lannemezan, samedi 23 octobre dernier. Après un mois d'intense mobilisation solidaire en France, ainsi qu'ailleurs, dans d'autres pays, vous voici rassemblés aujourd'hui face à ces murs et à ces barbelés. Comme il y a un an, ou même une décennie pour certains d'entre vous, votre simple présence ici suscite toujours beaucoup d'émotions et autant d'enthousiasme. Voyez-vous, camarades et amis, l'ambiance dans ces sinistres lieux, toute cette ambiance carcérale, change quand l'écho de la vie agissante vient percuter la platitude sans nom d'une quotidienneté carcérale mortifère.
Ainsi, des codétenus sociaux découvrent comme par enchantement, ne serait-ce que pour un petit moment, la beauté et la puissance des rapports humains, foncièrement désintéressés, et la solidarité en dépit de tant d'années derrière les barreaux. Survivant dans la misère culturelle et affective, sans réel rapport avec la société depuis de longues années pour certains, cet éveil d'enthousiasme et d'humanité ne passe pas inaperçu. Ça se lit dans les yeux et ça se voit dans les commentaires spontanés, souvent sincères, mais hélas sans lendemain. Camarades et amis, l'écho de vos slogans, de vos chants et de tout le reste passe outre ces barbelés et autres miradors. Il résonne dans nos têtes et nous transporte loin de ces sinistres lieux. Chers camarades, chers amis, à l'aube de cette 38e année de captivité, vous savoir ici présent dans la diversité de votre engagement, à quelques mètres seulement de ma cellule, me remplit de force et apporte un cinglant démenti à tous ceux et toutes celles qui misaient sur l'essoufflement de votre élan solidaire. Il me conforte surtout dans la conviction que le changement des rapports de force en faveur des protagonistes révolutionnaires incarcérés est toujours fonction de la mobilisation solidaire assumée sur le terrain de la lutte anticapitaliste, anti-impérialiste. Ainsi peut-on dire sans la moindre hésitation le soutien le plus significatif que l'on peut apporter à nos camarades embastillés s'inscrit d'emblée dans l'engagement réel dans la lutte en cours. Certainement, vous n'êtes pas sans savoir que c'est toujours au niveau des instances politiques que l'on décide de la place et du poids du rituel judiciaire, du moment où il est question des protagonistes révolutionnaires incarcérés. C'est pourquoi d'ailleurs, ce n'est qu'en assumant la solidarité sur ce terrain de la lutte des classes et dans toutes ses dimensions que le maintien de nos camarades en prison commence à peser le plus lourd que les possibles menaces inhérentes à leur libération. C'est aussi cet engagement et cette mobilisation solidaire, combative, qui font qu'en dépit de tant d'années de captivité, nous voici toujours ensemble, camarades, résolument debout, avec la détermination à toute épreuve, face à cette 38e année qui s'annonce, déjà pleine de luttes et d'espoirs aussi. Camarades, par ces temps de pandémie, de crise pluridimensionnelle qui ébranlent les piliers du système capitaliste mondial, les contradictions inter-impérialistes ne cessent de s'aggraver de plus en plus. Partout, la bourgeoisie impérialiste brandit ces derniers temps le drapeau du nationalisme. Réflexe classique des capitalistes en temps de crise, pour mieux ligoter les masses populaires à leur bourgeoisie et à leur État. Comme si la question à régler pour les travailleurs et autres précarisés était celle de la grandeur de la nation, et non pas d'en finir avec le capitalisme et sa barbarie. Et pourtant, la crise du capitalisme moribond dans sa phase de putréfaction avancée est déjà là, devant nos yeux, au niveau planétaire. Crise sanitaire, crise écologique, crise économique et sociale se conjuguent et s'amplifient toujours plus. Pas de sortie de crise dans le cadre du capitalisme. Le capitalisme mondialisé est le capitalisme réellement existant aujourd'hui. L'agonie de son monde ne s'achèvera que dans le dépassement du capitalisme, non pas à travers des compromis historiques et d'autres illusoires tentatives de sauvegarder les acquis d'un soi-disant capitalisme démocratique à visage humain, mais plutôt à travers la lutte implacable de classe contre classe. De nos jours, nous vivons tous sous l'hégémonie du capital mondialisé. Aucun pays ne peut échapper complètement au mécanisme destructeur de cette hégémonie. C'est ce capitalisme mondialisé, à savoir le capitalisme réellement existant, qui est en crise. Et c'est bien ce capitalisme que les communistes et tous les protagonistes révolutionnaires devront vaincre pour vaincre la barbarie. Pour la survie de l'humanité, pour la survie de notre planète, il faut savoir se débarrasser du capitalisme et de sa barbarie, et au plus vite. Ces derniers temps, force est de constater, camarades, qu'au moment où en Afrique les positions de l'impérialisme français continuent de s'éroder au profit d'autres puissances, soit dit en passant, pas seulement la Chine et ou la Russie, mais aussi l'Allemagne, les USA et la Turquie, un processus de fascisation s'affirme de plus en plus en France.
Certainement, ce n'est pas le sujet sur lequel on peut s'attarder ici. Il n'en demeure pas moins qu'il y a lieu de s'en inquiéter au plus haut niveau. Camarades, pour aller de l'avant dans la construction de l'alternative révolutionnaire appropriée, la convergence des luttes est plus qu'indispensable. Le bloc historique des travailleurs et autres précarisés se construit et se structure dans la dynamique globale de la lutte dans toutes ses composantes. Ce n'est qu'à travers cette dynamique globale que la lutte de classe rend manifeste les potentialités politiques du mouvement en cours, poussant le prolétariat agissant à s'approprier son expression politique consciente. En s'appropriant l'expression politique consciente de leurs intérêts de classe, les masses prolétaires se redécouvrent en tant que sujet de leur histoire et de l'histoire tout court. Ce n'est que dans ce processus de l'agir ensemble que les divers protagonistes de la lutte révolutionnaire, ici et ailleurs, de par le monde, arrivent à construire l'alternative appropriée et à mettre un terme à l'agonie du capitalisme moribond dans sa phase de putréfaction avancée, à savoir l'agonie du capitalisme réellement existant. Comme vous voyez, camarades, la bourgeoisie arabe, dans sa plus grande majorité, affiche dorénavant sans phare son alignement dans le camp de l'ennemi. Ce qui ne manque pas d'un côté de peser sur la lutte des masses populaires palestiniennes et de l'autre côté d'affirmer la place particulière de la cause palestinienne en tant qu'un des principaux leviers de la révolution arabe. Et de toute évidence, la lutte à l'intérieur du bloc social de la Révolution devrait faire le compte des tergiversations et autres compromissions de la bourgeoisie pour pouvoir faire face à toutes les propositions liquidationnistes. La résistance palestinienne a et aura à affronter le bloc réactionnaire arabo-sioniste dirigé par les plus puissances impérialistes. La Palestine au quotidien nous donne à nous tous des leçons d'abnégation et de courage d'une exceptionnelle portée. Plus que jamais, les masses populaires palestiniennes, en dépit de toutes les traîtrises de la bourgeoisie, assument le rôle de véritables garants de la défense des intérêts du peuple. Face à l'occupation et à la barbarie de l'occupant, la première réponse légitime que l'on doit afficher avant toute autre chose est la solidarité, toute la solidarité, avec ceux et celles qui par leur sang font face à la soldatesque de l'occupation. Les conditions de détention dans les geôles sionistes ne cessent de s'empirer de jour en jour. Et comme vous le savez, camarades, pour y faire face, la solidarité internationale s'avère une arme indispensable. Tout naturellement, les masses populaires palestiniennes et leur avant-garde révolutionnaire peuvent toujours compter sur votre mobilisation et sur votre solidarité active. Que 1000 initiatives solidaires fleurissent en faveur de la Palestine et de sa prometteuse résistance. Que 1000 initiatives solidaires fleurissent en faveur des fleurs et des lionçons palestiniens. La solidarité, toute la solidarité avec les résistants dans les geôles sionistes et dans les cellules d'isolement au Maroc, en Turquie, en Grèce, aux Philippines et ailleurs de par le monde. La solidarité, toute la solidarité avec les jeunes prolétaires des quartiers populaires. La solidarité, toute la solidarité avec les prolétaires en lutte. La solidarité, toute la solidarité avec les masses populaires yéménites. Honneur aux martyrs et aux masses populaires en lutte. À bas l'impérialisme et ses chiens de garde sionistes et autres réactionnaires arabes. Le capitalisme n'est plus que barbarie. Honneur à tous ceux et toutes celles qui s'y opposent dans la diversité de leurs expressions. Ensemble, camarades, et ce n'est qu'ensemble que nous vaincrons. À vous tous, camarades et amis, mes salutations révolutionnaires. Votre camarade, Georges Abdallah. Georges Louis, oui. Pour revenir sur les prochains rendez-vous autour de la mobilisation pour la libération de Georges Abdallah, qu'est-ce que vous aimeriez rajouter pour les auditeurs? Oui, alors, vous voyez, ce message, il est quand même très important, c'est-à-dire qu'il rappelle la lutte contre le capital, il rappelle beaucoup de choses. Enfin, il faut souligner quand même que le combat de Georges, il est multifactoriel, comme il dit très bien. C'est-à-dire que quand on va le voir, il a été très intéressé par exemple, le mouvement contre la loi travail, par Nuit debout, par les Gilets jaunes,
par le collectif Adama. C'est quelqu'un, en fait, c'est vraiment un protagoniste révolutionnaire dans le sens que, au-delà de ce qu'il est, de la manière dont il est enfermé, il s'intéresse à tout ce que doit s'intéresser un révolutionnaire. Donc c'est vraiment un discours qui englobe beaucoup de choses et qui voudrait être largement diffusé. Juste pour ajouter sur le calendrier, donc on a les initiatives du 2 avril qui correspond à son année sa naissance, mais c'est un temps fort qu'on veut apporter un peu dans la mobilisation, de dire que depuis tant d'années, il reste toujours enfermé. Le 18 juin, un appel à une manifestation nationale à Paris, de toutes les forces qui puissent être disponibles en région et en Europe puissent venir à Paris, faire une grande manifestation. On aura aussi les dates donc du 30 mars sur la journée de la Terre, du 17 avril sur la journée du prisonnier, le 1er mai aussi, on est protagoniste dans la journée internationale des travailleurs. Donc il y a beaucoup de dates où le collectif s'inscrit, où la campagne militaire s'inscrit, parce qu'il est évidemment, Georges s'inscrit aussi dans ce calendrier. Voilà, donc moi j'invite vraiment tous les auditeurs à suivre l'actualité sur le libérongeorgessamizade.net, sur Facebook, qui est régulièrement mise à jour, évidemment c'est important aussi de mise à jour, à lui écrire donc, à lire aussi des livres, il y en a un qui est sorti récemment de Saïd Bouhamama, à lire aussi sur le blog, j'invite aussi à lire la plaidoirie de Jacques Vergès qu'il avait fait à l'époque, Georges Abdallah contre George Bush, qui résume un peu l'emprise, on va dire, des États-Unis dans cette affaire, et aussi sa déclaration que Georges avait faite à son procès en 1987. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Et évidemment, le grand rassemblement qui nous attend à Lannemezan, où il y a eu 1 millier de personnes l'an dernier. C'était vraiment exceptionnel, ce rendez-vous. Il y avait autant de personnes. Ça prouve que, et des syndicats aussi qui ont participé, des partis, ça prend de l'ampleur. Bon, mais le rapport de force doit s'amplifier, doit venir de conséquences s'amplifier pour vraiment qu'il soit libéré. Vraiment libéré, mais avec sa dignité de révolutionnaire. Parce que il est clair que jamais, à aucun moment, l'État français ne pourra obtenir une quelconque repentance de sa part. C'est un révolutionnaire, il ne cédera pas. C'est pour ça que nous, on le soutient, et on le soutiendra jusqu'au bout, jusqu'à sa libération complète. Voilà. Tout ce que je pouvais dire. Rendez-vous mercredi prochain à 18h. Merci. Au revoir.